Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Tension politique en République démocratique du Congo depuis le rejet de la coalition gouvernementale FCC-Cash formée avec le camp de Joseph Kabila. Son successeur, le président Félix Tshisekedi, est désormais en quête d'une nouvelle majorité au Parlement. Une pluviométrie exceptionnelle cette année au Sénégal. Celle-ci a permis une reprise de la production agricole repartie à la hausse. Focus à suivre dans ce journal. La promotion de la production locale, l'engagement pris par de plus en plus d'entrepreneurs du continent, c'est le cas notamment au Cameroun, à l'instar de l'espace commercial exclusif Stuff. 7,5 millions d'électeurs sont donc attendus aux urnes ce dimanche pour un double scrutin au Niger. La présidentielle et législative, les 26 000 bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures heure locale. 30 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. Parmi les candidats, on compte Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir et ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de 2010 à 2011. Il y a également Seyni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société de développement, ou encore l'ancien président Mahaman Ousmane. Présidentielle et législative également en Centrafrique, poursuite des opérations de vote, des élections sous tension marquées par une offensive d'une nouvelle rébellion. Nombre de bureaux de vote à Bangui ont ouvert avec 50 minutes de retard, le matériel de vote n'étant pas arrivé à temps. De nombreuses patrouilles de casques bleus de soldats centrafricains et rwandais patrouillent actuellement la capitale dans tous les quartiers. En raison donc de ce contexte sécuritaire extrêmement délétère, les observateurs indiquent qu'une faible partie des électeurs pourront se rendre aux urnes dans ce pays, aux 2/3 sous la coupe de groupes armés. Le président congolais est à la recherche d'une nouvelle majorité parlementaire et pour cause. Il y a quelques jours, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, annonçait la fin de la coalition FCC-Cash. Fin de l'accord de coalition conclu en 2019 avec la coalition de l'ancien président Joseph Kabila. Des alliés d'hier devenus aujourd'hui rivaux. Reportage de notre correspondant Jacques Ambouka. En République démocratique du Congo, 2020 était la deuxième année d'une difficile expérience de gouvernance entre les Fronts communs pour le Congo de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila et le Cap pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Face au constat d'échec, le chef de l'État congolais a décidé de rompre avec son allié avec l'ambition de reconstituer une nouvelle majorité. La coalition FCC-Cash avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Quelques temps seulement après la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, les deux familles politiques n'ont cessé de s'accuser des blocages constatés dans la gestion du pays. Le chef de l'État, doutant de la majorité revendiquée par le FCC, avait alors engagé des consultations en vue de constituer autour de lui une nouvelle majorité. Il avait annoncé que cette année sera une année de l'action 2020. Il a posé ses actions en rompant cette coalition qui l'empêchait de mettre en œuvre son programme de gouvernance pour le pays. Nous sommes avec lui dans l'union sacrée et nous sensibilisons par la même occasion tous les fils et filles du pays que nous ne puissions oublier nos partis politiques, mais plutôt nous concentrer sur l'avenir de la nation et l'avenir de l'Afrique. Donc c'est un exemple au niveau africain que le président a donné un ton qu'il est capable de s'arrêter dans son confort pour écouter sa population.
La fin de la coalition précédée par la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda et son bureau, marque beaucoup cette année qui s'achève. Pour l'opinion, l'année 2021 qui va commencer sera alors un vrai test de l'efficacité de l'action du chef de l'État qui, débarrassé du Front commun pour le Congo, n'aura plus d'excuses. 2020, année électorale en Guinée, avec notamment l'élection présidentielle qui a abouti en octobre à la réélection très controversée du président Alpha Condé qui a décroché un 3e mandat. Depuis, l'opposition dénonce un étouffement de la démocratie. Nelly Claude-Bessa. Pays côtier d'Afrique de l'Ouest, la Guinée a connu une année 2020 politiquement rythmée. Le président Alpha Condé, qui a été réélu en octobre 2015 pour un 2e mandat, a organisé des élections législatives et un référendum pour une nouvelle constitution en mars 2020, en prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Réélu pour un 3e mandat lors du scrutin du 18 octobre 2020, dans des conditions contestées et un contexte entaché par des violences, le président Alpha Condé s'est engagé à consolider les acquis jusqu'ici réalisés. L'année 2020 a été une année électorale sur la partie occidentale de l'Afrique. L'opposition guinéenne s'est fortement distinguée par l'absence d'une véritable cohérence dans sa stratégie d'accession au pouvoir. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Salem Diallo, a estimé, contrairement aux autres leaders de l'opposition, notamment Sidya Touré, d'aller aux élections. Donc aujourd'hui, nous constatons véritablement que c'est une opposition qui est en panne de stratégies cohérentes d'accès au pouvoir. Il serait important pour toute la classe politique guinéenne d'œuvrer pour pouvoir alors mieux négocier sa transition politique et dans le cadre d'une relève générationnelle. Campagne législative et présidentielle sous fond de tension, boycott et manifestations avant, pendant et après le scrutin présidentiel ont poussé les partis de l'opposition à se regrouper sous la bannière du Front national pour la défense de la Constitution. Ces derniers ont largement boycotté les 2 scrutins, déplorant des manœuvres illégales visant à permettre au président de briguer un 3e mandat. Pour l'heure, le président Alpha Condé a tendu la main à l'opposition pour bâtir ensemble cette nation dont les heurts générés par les élections générales de 2020 n'ont pas pu empêcher la Guinée d'atteindre ses objectifs politiques de l'année électorale. L'échec de la stratégie électorale de l'opposition guinéenne était prévisible. Nous sommes dans un pays avec une démocratie essentiellement ethno-tribale. Sur les 400 millions de Guinéens inscrits sur la liste électorale, près de 22% étaient issus de la région de Kankan, qui est le fief du parti du président Alpha Condé, alors que le fief de l'opposant guinéen Cellou Diallo était quasiment à moins de 8% déjà du fichier électoral. Face à la crise politique actuelle de la Guinée, de nombreux analystes ont proposé aux acteurs politiques de discuter en vue d'une solution durable aux défis qui semblent non relevables. La République démocratique du Congo s'est récemment dotée d'une task force destinée au développement des zones urbaines. Il s'agit de renforcer notamment les infrastructures. 4 villes ont été retenues pour le démarrage du programme. Reportage en RDC, signé Jacques Amboka. Avec ces 26 provinces et plusieurs villes dont beaucoup ne répondent pas aux standards internationaux, la République démocratique du Congo a lancé en 2020 un projet de développement urbain. À cette occasion, une task force municipale a été installée le 5 novembre. Financé par la Banque mondiale, le projet vise dans un premier temps 4 villes pilotes. La mission principale, c'est d'apporter un appui aux maires dans l'amélioration de la gouvernance des villes. Ce sont de jeunes cadres, pour certains, qui ont été formés, qui ont une certaine expertise et qui viennent nous aider à améliorer certains aspects de développement de nos villes. Dans un pays sous-continent qui s'est lancé dans la décentralisation depuis 2015, plusieurs villes sont loin de remplir les conditions de la modernité. C'est donc un grand défi qui nécessite un réel engagement, notamment des maires des villes et leurs équipes. Ce qui a justifié la tenue d'un atelier de renforcement des capacités du 4 au 5 novembre à Kinshasa. Qu'il me soit permis d'exprimer notre satisfaction d'avoir atteint les objectifs que nous avions fixés à cet atelier, à savoir rassembler les maires et leurs équipes de task force pour leur faire comprendre à la source et avant leur déploiement
dans leurs villes respectives les concepts des task forces municipales. Pour ces projets, le PDU, Projet de développement urbain, a bénéficié d'un accord de financement de la Banque mondiale d'un montant total de 190 millions de dollars. La première phase du projet concerne les villes de Bukavu, Goma, Matadi et Kikwit. Il est prévu la réalisation des plans d'architecture et d'urbanisation pour la construction des infrastructures de base. Une lueur d'espoir sur le front de l'agriculture au Sénégal. Les récoltes, notamment de céréales, s'améliorent nettement cette année grâce à une bonne pluviométrie, mais la menace continue de planer sur les futures récoltes en raison des bouleversements climatiques. C'est un sujet de la rédaction. Pour beaucoup en Afrique de l'Ouest, les fortes pluies de ces derniers mois ont entraîné des inondations catastrophiques. Mais dans le nord du Sénégal, après des années de sécheresse successives, les éleveurs et agriculteurs saluent cette période qui leur permet de bénéficier d'une rare abondance de récoltes. Vous voyez que cette herbe est encore fraîche à cette période de l'année. L'année dernière, au cours de la même période, l'herbe était déjà sèche et il n'y en avait pas beaucoup. Grâce aux pluies exceptionnelles de cette année, la production céréalière devrait bondir de plus de 30%. La production d'arachide, elle, s'élève actuellement à 1,8 million de tonnes contre 1,4 million l'année précédente. Mais les saisons sèches de plus en plus chaudes pourraient entraîner une diminution plus rapide des ressources en eau, une situation qui provoque une grande inquiétude. Dieu fait face à une crise existentielle des êtres humains. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Les incertitudes sont réelles. Dans le Sahel, les 2/3 de la population dépendent de l'agriculture ou de l'élevage et nombreux sont ceux qui souffrent des conséquences du changement climatique. Et au-delà du caractère exceptionnel de l'année 2020, les acteurs de terrain s'inquiètent de l'inadaptation du continent à ces bouleversements. La promotion du Made in Cameroun. Des entrepreneurs s'engagent autour de la promotion de la production locale. Cela se traduit par des espaces commerciaux dédiés comme Exclusive Stuff, lieu qui séduit de plus en plus de consommateurs. Reportage de Mildred Diamou. Ça vaut le goût, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Exclusive Stuff Store est un espace commercial spécialisé dans la vente des produits made in Cameroun. L'objectif de ce nouvel espace est de valoriser les produits locaux, promouvoir le savoir-faire local et la consommation locale, ainsi que soutenir les jeunes artisans dans la production et vente des produits locaux. De base, le store était réservé à la marque Mr. E, qui est déjà une marque camerounaise spécialisée dans le prêt-à-porter pour hommes, qui fait des chemises en lin. Et une fois qu'on avait mis en place concrétiser l'idée d'ouvrir le store pour cette marque, on s'est dit, vu l'espace qui s'y retrouve, pourquoi pas associer donc des marques toujours camerounaises, mais qui font dans d'autres domaines. Effectivement, on retrouvera aussi du textile du côté des entrepreneurs, mais on veut vraiment montrer que le Made in Cameroun, ça ne s'arrête pas par exemple à des jus, alors qu'on fait beaucoup d'autres choses. Par exemple, on a des objets d'art. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on dispose vraiment de beaucoup de belles choses dans notre pays. Et voilà donc d'où vient l'idée du store. Ce nouvel espace propose des gammes de produits uniquement made in Cameroun, tels que les savons, les noix de cajou, les sirops de dattes, les chips d'arachide, les jus naturels, les gâteaux de pistache, entre autres. Alors que la plupart des jeunes entrepreneurs camerounais s'intéressent à la vente des articles faits à base de matières locales, Exclusive Stuff Store a trouvé la nécessité d'ouvrir un tel espace pour les accompagner dans ce domaine. Une initiative bien accueillie par les jeunes artisans. Vraiment, l'initiative est très intéressante. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Parce qu'en tant qu'artisan, il est très compliqué d'avoir des moyens suffisants pour ouvrir un store. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans camerounais qui proposent des produits, mais essentiellement en ligne. Et c'est mon cas. Parce que quand on commence les premières années, c'est difficile d'investir de gros budgets, surtout quand on ne sait pas encore comment le produit sera accueilli. Donc ça, c'est une plateforme vraiment très intéressante pour les artisans. Les produits camerounais sont généralement jugés chers par la majorité, mais c'est simplement parce qu'ils ne savent pas que comme ce n'est pas produit de façon industrielle, les coûts de production et donc les coûts de revient sont donc beaucoup plus élevés que les produits industriels.
Exclusive Stuff Store propose également un espace de vêtements made in Cameroun de marque Mr. E. Il commercialise ainsi des bijoux faits à base du wenge, un arbre africain à bois noir. Précisons qu'au Cameroun, les jeunes entrepreneurs s'engagent de plus en plus dans la commercialisation des produits locaux dans le but de dynamiser l'économie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.